Oui, donc la légende du Sainte Agathe se passe au IIIe siècle, au cours des persécutions chrétiennes. Donc c'est une légende qui émerge par rapport à une histoire beaucoup plus ancienne, mais qui est de l'ordre de la mythologie. Et Sainte Agathe, c'est un personnage qui est martyrisé sous le règne de l'empereur Rhodès. Les historiens se penchent vraiment sur cette période des grandes persécutions chrétiennes qui font partie de l'Antiquité tardive. Donc c'est une période qui a été occultée pendant un certain nombre d'années et des jeunes chercheurs à partir des années 60-70 se sont penchés sur les textes pour les décrypter et les interpréter et surtout en faire valoir l'importance qu'était cette période de l'Antiquité tardive. Donc Sainte Agathe, dans ce contexte historique, est réhabilitée comme une image de la féminité. Elle est emblématique du personnage féminin puisque son martyre a constitué à lui enlever les seins. Elle a été martyrisée 2 fois. Donc la première fois, le premier martyr, on lui enlève les seins. Saint Pierre vient la guérir dans son cachot. Et à ce moment-là, le proconsul qui appliquait des consignes de l'empereur Rhodès, mais en même temps, il mettait beaucoup de sa personnalité, puisqu'il avait jeté son dévolu sur cette sainte qui était riche et noble. En fait, il veut, à partir de là, il comprend l'importance de Sainte Agathe sur son témoignage chrétien, et en même temps, il l'a fait brûler sur des charbons ardents, sachant qu'il n'obtiendra rien de ce qu'il espérait. Donc Sainte Agathe meurt sur un brasier, et en même temps, il y a une vindication de l'ordre des païens. Les païens s'emparent de ce personnage, et principalement une année après, puisqu'ils reconnaissent en cette sainte une certaine valeur chrétienne qu'ils n'ont pas, mais en laquelle, un espoir en lequel ils croient. Et 1 an après le martyre, l'Etna est en éruption et crache de la lave qui va envahir la ville de Catane. À ce moment-là, les païens vont chercher le voile qui recouvre le sépulcre de la sainte et le placent devant la lave. Et à ce moment-là, la lave s'arrête. Donc ça, c'est un des premiers témoignages. Et paraît-il que dans les écrits siciliens, italiens, on trouve une répétition de cet acte-là jusqu'en 1600 et quelques. À partir de là, les reliques prennent une certaine importance et sont convoitées par un empire, l'Empire byzantin de Constantinople. Donc les reliques sont emmenées à Constantinople vers 8 à 900 et reviennent autour du XIe siècle, 1100 et 1200. Je pense que ce sont des transactions, comme on peut l'imaginer maintenant, à notre époque, des transactions des pouvoirs d'empire, l'Empire byzantin, l'Empire romain. Et donc là, les reliques arrivent à revenir à Catane. Et l'importance que prend à ce moment-là les reliques, c'est qu'il y a vraiment une grande fête en l'honneur du retour des reliques à Catane. Au retour des reliques à Catane se trouvent les Normands qui sont venus conquérir la Sicile et certains territoires du sud de l'Italie. Et les Normands sont là, assistent au retour des reliques. Et c'est là où le culte prend beaucoup plus d'importance. Et les Normands l'emmènent, en leur retour en Normandie, l'emmènent en Normandie. Le culte remonte effectivement en Normandie et traverse une partie du territoire de l'Auvergne. Et là, je n'ai pas encore trouvé forcément de traces écrites qui relatent des expéditions qui pouvaient permettre de transmettre le culte de Sainte Agathe. Mais entre ce passage des Normands et la période des croisades, c'est vrai qu'il y a des strates de l'histoire qui se superposent et ce territoire de l'Auvergne était un territoire où il y avait une certaine mouvance.
Donc il y a aussi des traces de cette légende de Sainte Agathe à Clermont-Ferrand et principalement à la cathédrale Notre-Dame. Dans cette cathédrale, nous avons un vitrail du XIIIe siècle qui retrace l'intégralité, en 28 médaillons, l'intégralité de la légende. Donc ça, c'est une référence par rapport au travail artistique de la légende. Même si l'on sait que la première œuvre se trouve à Ravenne et date du VIe siècle, on va trouver dans l'histoire, quand on parle uniquement de ce personnage, on va trouver une continuité entre le VIe siècle et notre période actuelle du XXIe siècle. Donc ces traces-là, elles sont indéniables qu'il y en a plusieurs en Auvergne, mais principalement sur le territoire du Livradois-Forez. On va trouver des impacts qui sont de l'ordre d'oratoires, de croix, de vitraux dans les églises, de statues. Et là, c'est tout un patrimoine sur un territoire très délimité. À partir de ce territoire du Livradois-Forez, nous arrivons sur ce territoire d'une commune qui s'appelle Sainte-Agathe, où à l'origine, il y avait une croix du XVe qui a été déplacée et qui a été déposée dans le cimetière. À la place de cette croix, nous trouvons au XIXe siècle une chapelle. Et il est reconnu qu'elle ne peut pas rester chapelle Sainte-Agathe, mais qu'elle doit devenir une église, parce qu'il y a aussi du monde qui vient aux offices. Et elle se construit en 1903, il y a une transformation de la chapelle en église. Dans cette église Saint-Pierre, la caractéristique, c'est qu'il y a à gauche du chœur le vitrail de Sainte-Agathe et à droite le vitrail qui représente Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a joué un rôle fondamental dans la légende de Sainte-Agathe, puisqu'il est venu la guérir de son premier martyre. Mais nous sommes aussi dans la même configuration par rapport aux statues. D'un côté, la statue de Sainte-Agathe et de l'autre côté, la statue de Saint-Pierre. En dehors de cette caractéristique, nous passons le porche d'entrée de cette église avec au-dessus du porche une rosace qui représente Sainte-Agathe. Alors c'est une représentation avec les attributs, donc la palme, parce que les martyrs ont une palme, et la tenaille, c'est l'instrument qui a servi à la première torture. Ce que l'on trouve de Sainte-Agathe, c'est relativement soft, ça représente le martyr sans le représenter vraiment. On trouve Sainte-Agathe sur le tableau aussi avec ses attributs, sur les statues pareil, et je me disais, mais le martyr, alors dans beaucoup d'églises on ne le voit pas parce qu'en fin de compte il y avait beaucoup de pudeur. On ne parlait pas de la femme, on ne montrait pas la poitrine des femmes. Donc moi je me souviens avoir rencontré dans certaines églises des personnes qui m'ont dit, ben voilà, c'est le tableau de Sainte-Agathe et Sainte-Agathe est représentée avec un plateau et ce sont des petits pains sur le plateau alors que ce sont des saints. Et là je me suis dit, ben, il n'y a même pas Sainte-Agathe qui la plupart du temps est représentée avec ses saints sur un plateau. Et puis en fin de compte, à un moment donné, j'ai trouvé l'endroit où c'est caractéristique, c'est sur l'autel, puisqu'ici, c'est une sculpture qui se trouve sur l'autel, et ici, nous avons Sainte-Agathe, les tenailles et les saints sur le plateau. Nous avons les reliques. Alors, ce reliquaire il n'y a pas d'ambiguïté, il est vraiment, il y a une inscription, c'est vraiment dédié à Sainte-Agathe. Ce sont des restes d'os, d'après ce que c'est marqué en latin. Et voilà, donc ça c'est un objet qui est venu ici, on n'a pas de trace de son arrivée. Par contre, il est de la même période que le reste, les vitraux, les statues, c'est cette même période-là. En tout cas, quand nous passons ce porche de cette église Saint-Pierre au village de Sainte-Agathe, il y a déjà au-dessus de notre tête, alors qu'on ne le voit pas, un vitrail qui est une sorte de protection. Vous rentrez dans l'église et Sainte-Agathe est déjà présente sur le seuil de l'église.